Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Trump est passé d'une déclaration sur ses réseaux sociaux où il disait vouloir anéantir la civilisation iranienne à une demande presque suppliante de négociation. J'étais en fait au Pakistan pour cette seule journée de négociation avec les États-Unis et du point de vue iranien, ce qui s'est passé là-bas était très révélateur. Dans le pur style de Trump, le passage de l'anéantissement total à parlons-en a été traité comme un repositionnement de marque, pas comme une question de survie humaine. La délégation iranienne m'a invité. On m'a demandé si je pouvais venir pour m'occuper des médias, et bien sûr je n'aurais jamais dit non. Le voyage a été décidé de façon très soudaine. On m'avait informé quelques jours plus tôt qu'il pourrait y avoir un déplacement, puis l'après-midi précédant les négociations, j'ai reçu un appel. On m'a dit « Soyez à l'aéroport dans 1 heure ». Or, l'aéroport est en fait à l'extérieur de la ville. De là où je me trouve, c'est 2 heures de route. Enfin, 1 heure, 1 heure et quart, mais je devais me préparer. J'ai dit que je ne pourrais probablement pas y arriver, mais on m'a demandé de partir le plus vite possible. J'ai réussi à me rendre à l'aéroport, et je suis arrivé à temps. Voilà à quel point tout cela s'est fait dans l'urgence. Littéralement, je me suis préparé en quelques minutes, j'ai pris une voiture et je suis allé à l'aéroport. À l'aéroport, avant le vol, puis pendant le vol, dans mes conversations avec les membres de la délégation, ainsi qu'avec quelques négociateurs, il m'a semblé qu'ils étaient tous sceptiques quant à la possibilité de réaliser de véritables progrès. Quand nous sommes arrivés, le lendemain, au moment où les négociations ont commencé, les informations qui en sortaient montraient des progrès limités, mais il semblait que l'écart était très grand. Nous étions dans un autre bâtiment. J'étais avec les médias, dans un bâtiment situé près de celui où les négociations avaient lieu. Tout au long de la journée, il y a eu certains éléments de progrès, mais finalement, vers la fin de la journée, les Américains ont adopté une ligne très dure, surtout sur des questions clés. Les négociations devaient avoir lieu le lendemain, mais au milieu de la nuit, Vance a effectivement quitté la table et est parti. La partie iranienne avait une pleine autorité avant le voyage. Le négociateur en chef, le président du Parlement, le docteur Kalibaf, qui est aussi mon collègue à l'université de Téhéran et professeur agrégé là-bas, a parlé avec le guide, l'Ayatollah Khamenei. Ils sont parvenus à une conclusion sur ce qui devait être fait. Lorsqu'il était à Islamabad, il n'avait pas besoin de passer d'appel téléphonique. Mais Vance, malgré le fait qu'il était entouré de Kouchner et de Witkoff, un de chaque côté, passait constamment des appels. L'une des personnes qu'il a appelées était Netanyahou. Nous avons aussi entendu Netanyahou lui-même dire que Vance l'avait appelé et lui avait fait rapport, ce qui est une façon intéressante de présenter les choses. Le premier ministre de cette minuscule colonie qui reçoit des rapports du vice-président des États-Unis. Netanyahou a aussi dit qu'il recevait chaque jour des rapports d'autres dirigeants américains. On pourrait penser qu'aux États-Unis ce serait une forme de scandale, mais apparemment non. Il était donc clair que Vance n'avait pas réellement de mandat et qu'il n'avait pas l'autorité nécessaire pour négocier sérieusement. Apparemment, dans l'école de diplomatie pro-Trump, le mandat est facultatif, mais un chargeur de téléphone pour obtenir l'approbation extérieure est essentiel. Pendant que nous étions en route, ou lorsque nous étions déjà là-bas, je ne sais plus exactement quand, le Washington Post a publié une tribune appelant à l'assassinat des négociateurs iraniens. Cela voulait évidemment dire les personnes qui se trouvaient dans notre avion. Après la fin des négociations, sans réalisation, sans succès et sans accord, nous avons estimé qu'il y avait de fortes chances que notre avion soit abattu au retour. Pourtant, à l'honneur de toutes les personnes venues avec la délégation, hommes et femmes, tous ont choisi de rentrer en Iran par avion. Mark Thiessen, chercheur au groupe de réflexion Faucon American Enterprise Institute et ancien rédacteur de discours à la Maison-Blanche, a publié une tribune dans le Washington Post, propriété de Jeff Bezos, où il appelait ouvertement à l'assassinat de l'équipe de négociation iranienne. C'est important, parce que cela a été publié dans un journal américain, dans ce phare autoproclamé de la démocratie et des droits de la personne. Les États-Unis prétendent qu'ils vont en Iran pour sauver les gens, mais ils menacent littéralement d'assassiner l'équipe de négociation iranienne. Rien ne dit mieux ordre fondé sur des règles que menacer les personnes invitées à négocier ces mêmes règles. TSN a formulé ouvertement plusieurs exigences, mais la 4e était la plus révélatrice. Il a affirmé clairement que les États-Unis devraient mener une série de frappes contre les dirigeants en éliminant les responsables iraniens qui avaient été épargnés pour les besoins des négociations. Les dirigeants iraniens, a-t-il écrit, doivent comprendre que leur vie dépend littéralement de leur capacité à conclure un règlement négocié conforme aux souhaits de Trump. S'ils refusent de le faire, ils seront tués. Voilà ce que Mark Thiessen a écrit dans le Washington Post. Sur le chemin du retour, je n'avais pas vraiment peur. Nous pensions qu'il existait une forte possibilité que notre avion soit abattu, mais pour être très franc et très direct, je n'avais pas peur. Je ne sais pas si les autres avaient peur. Nous plaisantions en route. Les gens plaisantaient à mon sujet pendant le trajet vers Islamabad, parce qu'il y a une prime sur ma tête, une prime de $1 million offerte apparemment par un groupe israélo-ukrainien. Ils ont publié un gazouillis commandité, sur un compte vérifié, pour recueillir des fonds afin de me faire enlever. Et bien sûr, une fois que vous êtes enlevé, vous savez ce qui arrive ensuite. Vous êtes torturé et tué. Mais X a refusé de retirer le gazouillis, et encore moins de supprimer le compte. Le compte et le gazouillis sont restés en ligne pendant très longtemps, même si des milliers de personnes se sont plaintes. On pourrait croire que le compte lui-même aurait été supprimé. Et d'ailleurs, beaucoup de comptes iraniens sont actuellement supprimés, de gros comptes, avec des centaines de milliers d'abonnés. Ils sont supprimés.
donc mon compte pourrait disparaître très bientôt. Mais dans tous les cas, ce compte qui appelait à mon enlèvement est toujours là. Il recueillait des fonds pour me faire enlever. Les gens dans l'avion plaisantaient avec moi en disant que peut-être certains avaient des dettes et avaient besoin d'argent, alors ils pourraient m'enlever eux-mêmes. Puis, au retour, je plaisantais avec eux en leur disant « Eh bien, vous allez mourir avec moi. Nous avons donc profité du voyage à l'aller comme au retour. » Je ne me souviens pas que quelqu'un ait été particulièrement effrayé, sauf être une ou deux personnes qui étaient, je pense, un peu plus inquiètes. Il y avait une ou deux personnes plus jeunes. Au retour, être qu'une ou deux personnes ont montré leur peur, mais les autres n'ont rien montré qui indiquait qu'ils avaient peur. Le peuple iranien a montré qu'il ne craint pas la mort dans ces circonstances. Regardez l'exemple d'Ali Khamenei. Il est resté chez lui. Il ne s'est pas caché dans un bunker. D'autres responsables politiques iraniens marchaient dans les rues, se rassemblant avec le peuple contre les bombes américaines, alors que leur pays était activement bombardé. Ils n'ont montré aucune peur. Et les rassemblements ont été bombardés. Le rassemblement auquel participaient les dirigeants a été bombardé, et une femme a été assassinée. Il y a eu un autre rassemblement à Téhéran, non loin d'un studio où j'allais régulièrement pendant la guerre, dans un lieu appelé la place Artesh, tout près de cette place. Il y avait un rassemblement nocturne, parce que chaque soir, partout au pays, les gens descendent maintenant dans les rues chaque soir. En très grand nombre à Téhéran et ailleurs, le dévouement des gens est incroyable. Mais dans l'un des rassemblements près de cette place, ils ont tiré un missile sur la foule, et une femme y a également été martyrisée. Les négociations ont été particulièrement révélatrices parce que Steve Witkoff était présent, Jared Kushner était présent, et J.D. Vance l'était aussi, alors qu'il était au téléphone avec Bibi Netanyahou pour lui donner des mises à jour, et apparemment obtenir son approbation pour les négociations. Et Netanyahou n'était pas le seul. Vance a passé beaucoup d'appels, apparemment peu, être une douzaine. Au début de la guerre de 12 jours, Trump a exigé une reddition sans condition. Bien sûr, il ne l'a pas obtenue. Puis, au bout d'un certain temps, il a changé d'approche. Ils ont commencé à envoyer des messages à l'Iran, et les Iraniens ont ignoré ces messages pendant être 25 ou 26 jours. Après 10 jours, les Américains ont commencé à envoyer des messages à l'Iran, et les Iraniens les ont tous ignorés. Ensuite, les Américains ont présenté ce plan en 15 points pendant les 5 jours de la guerre, et l'Iran l'a rejeté. Puis l'Iran a présenté un plan en 10 points, que les Américains et Trump ont accepté comme base de discussion et de négociation. Bien sûr, Trump a ensuite rejeté ce plan, comme il le fait toujours. Et c'est pourquoi négocier avec lui est presque impossible. Mais le plan iranien en 10 points présenté par les Iraniens était raisonnable. Si quelqu'un le lit, il comprend une compensation pour une guerre imposée illégalement au pays, le respect de la souveraineté de l'Iran, la sécurité des populations au Liban, à Gaza, au Yémen, en Irak, et ainsi de suite. Rien d'extraordinaire. Mais l'Empire ne semble pas considérer que la justice ou des demandes raisonnables soient des demandes valables. L'Empire a des droits et des privilèges spéciaux, et personne d'autre, apparemment, n'a le moindre droit. La version trumpienne de la négociation semble être exiger la reddition, rejeter la carte, puis affirmer que la boussole est biaisée. Lorsque les négociations ont eu lieu, il était clair que les Américains voulaient obtenir ce qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir sur le champ de bataille. Ils voulaient que les Iraniens capitulent. Je ne sais pas pourquoi ils pensaient que cela serait possible après 40 jours de guerre et d'échecs, mais ils voulaient que les Iraniens capitulent. Il y a probablement aussi un autre aspect à cela. Les Américains et les Israéliens voulaient se regrouper et se réarmer pour préparer une autre phase de la guerre, qui pourrait très bien être sur le point de commencer au moment où nous parlons. Nous pourrions être en guerre. Ils pourraient mener un nouvel acte d'agression et perpétrer un massacre de masse dans les prochaines heures ou les prochains jours. C'est tout à fait possible, sinon probable. Il s'agit donc de l'une de ces deux choses, ou peut être d'une combinaison des deux. Pensait-il pouvoir obtenir à la table des négociations des concessions extraordinaires. Ils n'ont pas pu, et je pense qu'ils auraient dû le savoir. Et bien sûr, il est très probable qu'ils gagnaient du temps. Le plan de l'Iran pour la suite est façonné par le fait que les Américains veulent négocier, mais que les Iraniens disent que les États-Unis violent le cessez-le-feu. Ils ont imposé un siège au port iranien. C'est une violation. Ils ont attaqué 2 navires liés à l'Iran. Ce sont des violations. Les Iraniens disent que si les États-Unis violent l'accord de cessez-le-feu, alors à quoi bon, quel est l'intérêt de négocier de nouvelles questions ou une prolongation du cessez-le-feu? S'ils ne respectent pas leurs engagements actuels, ils ne respecteront certainement pas de nouveaux engagements. À l'heure actuelle, les Iraniens ont décidé qu'ils n'ont pas l'intention d'y aller, sauf s'il y a un changement à Washington. Si Trump modifie sa politique ou son comportement, alors les Iraniens pourraient changer leur décision. Mais pour l'instant, aucune décision n'a été prise d'y aller. Le détroit d'Ormuz est un autre enjeu central. Trump a sanctionné le détroit d'Ormuz après que l'Iran l'eut fermé et ne l'eut ouvert qu'à ses alliés. Il facture maintenant le passage en yuan chinois, mais Trump l'a en quelque sorte doublement fermé, par sa fermeture supposée et par ses sanctions contre le détroit d'Ormuz. D'abord, il faut rappeler que l'Iran n'a pas commencé la guerre. C'est quelque chose dont il faut toujours se souvenir, parce que lorsqu'on écoute les médias occidentaux, c'est comme si l'Iran avait commencé la guerre. D'une façon ou d'une autre, l'Iran est présenté comme l'agresseur, comme le problème. Le premier jour, ils ont assassiné 168 petites filles dans une école primaire, et les médias occidentaux agissent comme si rien ne s'était vraiment passé, parce qu'ils y sont complètement indifférents. Les États-Unis ne se sont jamais excusés. Ils n'ont même jamais reconnu ce crime qu'ils ont commis.
Les Iraniens sont très convaincus qu'il s'agissait d'une frappe intentionnelle contre l'école. La raison est qu'il s'agissait de l'une des cibles de la première vague. Et les cibles de première vague sont vérifiées avec beaucoup de soin. Ils ont des semaines, sinon des mois, pour les vérifier. Si la guerre dure depuis quelques semaines et qu'ils cherchent une nouvelle cible, un officier peut être pressé et faire une erreur stupide. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Il n'y avait pas encore de guerre. Ils avaient amplement le temps. Ils ont choisi leur cible très soigneusement. Cette école était bien connue. Elle était là depuis des années. Elle figurait sur toutes les applications iraniennes, les applications américaines, les cartes iraniennes, et j'en suis sûr, les cartes américaines. Beaucoup d'enfants étaient des enfants d'officiers militaires. Ici, on pense que puisque cela faisait partie d'une première vague d'attaque et que la cible avait été soigneusement choisie, les Américains voulaient donner une leçon aux officiers iraniens en massacrant leurs enfants. Si quelqu'un aux États-Unis trouve cela étrange, il lui suffit de venir à Téhéran et de regarder les endroits que les Américains et les Israéliens ont bombardés. Ils ont bombardé des hôpitaux. Ils ont bombardé des bâtiments du Croissant Rouge. Ils ont bombardé le Centre national d'urgence, qui est destiné aux premiers répondants. Ils ont mené tellement de frappes aériennes à double frappe, les Américains comme les Israéliens, un peu partout dans le pays. Il est assez sidérant de voir à quel point ces pilotes sont méprisables. Les pilotes israéliens, évidemment, sont tous des monstres, mais il est extraordinaire de constater à quel point les pilotes américains sont aussi méprisables. Il est donc largement admis que les Américains ont fait cela intentionnellement. Sur le terrain, dans le détroit d'Ormuz, le contexte est que l'Iran n'a pas commencé la guerre. Quand la guerre a commencé, les pays du Golfe Persique faisaient partie de la guerre. Le Koweït, le Qatar, les Émirats, Bahreïn et l'Arabie Saoudite faisaient tous partie de cette guerre. Ils ont facilité les frappes américaines. Ils ont aidé les forces navales américaines. Ils ont aidé les forces terrestres américaines. Les États-Unis tiraient des missiles depuis leur territoire. Ils tiraient depuis l'intérieur et l'extérieur des bases. Les troupes américaines étaient d'abord à l'intérieur des bases, puis ont été déplacées à l'extérieur des bases. Leurs équipements se trouvaient à l'extérieur des bases et même dans les ports. Les avions américains atterrissaient dans leurs aéroports. Ils utilisaient les bases militaires. Ils faisaient donc partie de la guerre. Certains de ces pays, les Saoudiens, les Émiratis et le Qatar, finançaient les attaques contre l'Iran. Fondamentalement, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz aux navires liés à ces pays et à d'autres pays hostiles à l'Iran. L'Iran n'a pas inclus la Russie ni la Chine, et il n'a pas non plus inclus l'Irak. Après quelques jours, il a déclaré que l'Irak n'en faisait pas partie. Des navires circulaient donc dans les deux sens, mais en beaucoup plus petit nombre pendant la guerre. Dans le cadre du cessez-le-feu, les Américains et les Iraniens sont parvenus à un accord selon lequel il n'y aurait plus de combats sur tous les fronts, y compris au Liban, parce qu'il y avait de sérieux combats là, bas, et selon lequel l'Iran ouvrirait le détroit d'Ormuz à davantage de transports maritimes, y compris à des navires de pays non amicaux. Pourtant, le régime israélien a refusé d'appliquer le cessez-le-feu. Netanyahou a mené ce bombardement en tapis sur Beyrouth et dans d'autres villes pour massacrer des gens, pour saboter le cessez-le-feu. Il a tué des centaines de personnes, littéralement en quelques minutes. Les médias occidentaux, bien sûr, ont tenté de cacher ces atrocités en disant qu'il s'agissait de bastions du Hezbollah ou de bases du Hezbollah, tout en sachant qu'ils mentaient parce qu'ils avaient des journalistes à Beyrouth. J'ai parlé à 2 de ces journalistes. 2 journalistes différents m'ont appelé sur une période de quelques jours pour faire des entrevues dans le cadre d'articles qu'ils rédigeaient. Je leur ai demandé à tous les 2 pourquoi ils parlaient de bastions du Hezbollah dans leur reportage. Tous les 2 ont répondu qu'ils n'avaient pas écrit cela. Ils ont dit que c'était l'éditeur qui l'avait fait, mais ils étaient complices. C'était publié sous leur nom. Ils n'avaient aucune excuse. Ils ne pouvaient pas dire que quelqu'un d'autre avait fait cela. Les médias occidentaux ont essayé de justifier les atrocités et de faire semblant qu'il s'agissait de frappes aériennes contre le Hezbollah, alors que ce n'était pas le cas. Les médias occidentaux sont basés à Beyrouth, donc ils n'ont même pas l'excuse qu'ils avaient à Gaza. Quoi qu'il en soit, Netanyahou a saboté le cessez-le-feu, et les Iraniens ont dit que si le cessez-le-feu devait être saboté, ils n'ouvriraient pas le détroit d'Ormuz aux transports maritimes supplémentaires. L'Iran a stoppé cela et a mis la pression sur les Américains. Après 5 ou 6 jours, les Américains, tout en faisant apparemment pression sur Netanyahou, ont aussi commencé un siège des ports iraniens. Pourquoi? Parce que l'Iran ne laissait pas passer ses navires supplémentaires, puisque les Israéliens violaient le cessez-le-feu et que les Pakistanais avaient dit que le Liban faisait partie du cessez-le-feu. Trump a ensuite dit que ce n'était pas le cas, mais il mentait. Les Pakistanais avaient dit que c'était le cas. Après que les États-Unis eurent imposé le siège, 2 ou 3 jours plus tard, Netanyahou a été forcé d'accepter le cessez-le-feu, et les Iraniens ont dit qu'ils allaient maintenant laisser passer ce transport maritime supplémentaire. Mais Trump a répondu qu'il maintenait son siège. Lorsqu'il a dit cela, les Iraniens ont répondu que s'il allait faire cela, alors il n'allait pas laisser passer les navires. Pourquoi? Parce qu'il violait le cessez-le-feu. D'abord, Netanyahou violait le cessez-le-feu, et maintenant Trump violait le cessez-le-feu. Seul Trump pouvait regarder un cessez-le-feu se défaire et décider que l'ingrédient manquant était plus de pression avec une étiquette plus bruyante. L'Iran ne va donc pas ouvrir le détroit d'Ormuz à ses navires. Et puisque Trump a dit qu'il allait bloquer tous les navires iraniens, concrètement, à l'heure actuelle, aucun navire ne passe. J'entends dire que certains navires iraniens sont passés discrètement, mais je n'ai pas de détails. Bien sûr, les Américains ont arraisonné 2 navires. Ils en ont frappé un et en ont arraisonné un autre. Ils en ont frappé et arraisonné un, puis ils en ont arraisonné un autre. Voilà où nous en sommes actuellement. Le détroit d'Ormuz est fermé, et la crise énergétique mondiale, la crise mondiale des engrais,
La crise mondiale de l'hélium continue de s'aggraver littéralement de minute en minute. L'un des pays qui a effectivement menacé de se joindre à la guerre si les négociations n'aboutissent pas, et si la guerre ne prend pas fin, si elle s'intensifie, est les Émirats arabes unis, qui se présentent sur la scène internationale comme la victime des attaques iraniennes. Nous venons de publier une enquête qui expose précisément comment les Émirats arabes unis sont impliqués dans la guerre contre l'Iran. La ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Rima al-Hashimi, a présenté les attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis comme une forme de jalousie. Cela semble drôle, mais c'est vrai. Dans une entrevue récente, je crois que c'était avec ABC News, la présentatrice lui a demandé pourquoi, selon elle, l'Iran avait ciblé des bases à l'intérieur des Émirats arabes unis. Elle a répondu que les Émirats arabes unis sont tout ce que l'Iran n'est pas. Elle a dit que les Émirats arabes unis avaient fait progresser leur société, qu'ils avaient les plus beaux immeubles et une société sophistiquée, et que l'Iran n'avait pas réussi à suivre le rythme. C'est une déclaration ridicule. Les Émirats arabes unis sont effectivement beaucoup de choses que l'Iran n'est pas. Ils sont des mandataires des États-Unis, ils sont des alliés du régime israélien. Ils mènent des politiques dans la Corne de l'Afrique et dans la péninsule arabique qui servent les intérêts du régime israélien. C'est une dictature familiale. Les travailleurs étrangers n'ont aucun droit. Donc oui, je suis heureux que l'Iran n'ait pas grand-chose en commun avec eux. Le problème avec les Émiratis, les Qataris, les Bahreïnis, les Koweïtiens et les régimes en Arabie Saoudite, c'est qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent avoir ces bases américaines, ils veulent aider les Américains à bombarder l'Iran, leur permettre de ravitailler en vol au-dessus de leur espace aérien et accueillir dans leurs bases ou dans leurs aéroports les avions qui effectuent ces ravitaillements. Ils veulent que l'artillerie américaine soit utilisée contre l'Iran depuis leur territoire, mais ils veulent aussi dire qu'ils sont neutres. D'un côté, ils veulent accompagner les Américains ou les aider dans leur guerre d'agression et dans le massacre de tous ces Iraniens innocents, y compris les filles de l'école primaire Mino. De l'autre, ils veulent dire aux Iraniens qu'ils n'ont rien à voir avec cela, que ce n'est pas leur affaire, qu'ils ne veulent pas être impliqués. Personne ne va croire cela. Personne n'accepte cela. C'est comme si les Chinois installaient des bases au Canada et au Mexique, puis commençaient à tirer des missiles et à bombarder les États-Unis depuis ces bases au Canada et au Mexique, et qu'ensuite les Canadiens et les Mexicains disaient aux Américains qu'ils ne veulent rien avoir à voir avec cela, qu'ils sont neutres, qu'ils ne devraient pas être impliqués. C'est ridicule. C'est une insulte à notre intelligence. Les Iraniens vont ignorer ces déclarations. S'ils sont de nouveau attaqués, et il semble que les risques de guerre soient actuellement très élevés, et si Trump affirme qu'il sera beaucoup plus barbare et malfaisant qu'il ne l'a été jusqu'à présent, alors les Iraniens vont certainement riposter. Ils frapperont les infrastructures critiques israéliennes, mais ils frapperont aussi les infrastructures critiques des régimes de la région du Golfe Persique. Cela ne fait aucun doute. Ils ne peuvent pas participer à la destruction des infrastructures critiques iraniennes et s'attendre ensuite à ce que les leurs restent intactes. Cela ne fait qu'inviter d'autres agressions contre vous. Le manuel pro-Trump continue de faire semblant que les conséquences sont injustes simplement parce que la conférence de presse sonnait avec assurance. La chanson islamique qui est sortie était ironique parce qu'elle n'a absolument aucune racine dans l'islam. C'est une chanson très politique. Mishari al-Afazi a déçu beaucoup de gens parce qu'il est l'un des récitants du Coran les plus connus et les plus célèbres. J'ai écouté ses récitations du Coran. Des milliards de personnes dans le monde ont écouté ses récitations du Coran. Sa voix est très belle. Cependant, depuis le début de la guerre contre l'Iran, il publie sans cesse des messages disant qu'il prie pour les dirigeants arabes du Golfe. Il soutient les actions de Trump contre l'Iran, et il pousse un discours sectaire contre l'Iran, suggérant que les chiites ne seraient même pas vraiment musulmans et qu'ils seraient des agresseurs. Où était Mishari al-Afazi quand Israël commettait un génocide à Gaza? A-t-il fait l'effort de créer un nachid islamique ou une chanson contre Israël? Non, il ne l'a pas fait. Il agit dans la ligne de la normalisation des États arabes du Golfe avec les États-Unis et pousse ce discours sectaire contre l'Iran. Cette seule chanson et ces quelques messages ont complètement détruit sa réputation en ligne parce que la majorité mondiale est du côté de l'Iran et elle voit que les États-Unis et Israël sont les agresseurs. Cela expose vraiment cette prise de contrôle wahhabite et sectaire de l'islam, de la culture islamique, des nashids, des applications du Coran et ainsi de suite. Les gens le dénoncent, ce qui est une bonne chose. L'un des principaux journaux de Palestine, le journal Al-Quds, a publié un texte qui a complètement démoli Mishari al-Afazi. Ils l'ont dénoncé et ont dit qu'il dénonçait cette chanson. Elle n'est même pas islamique. Elle est politique. L'Iran n'est pas l'ennemi. L'Iran n'est pas l'ennemi. Ceux qui larguent des bombes sur des enfants innocents et leurs écoles, qui ciblent plus de 307 hôpitaux, établissements médicaux et centres de recherche vaccinale en Iran, ce sont eux les vrais terroristes et les agresseurs. Ce n'est pas l'Iran. Cela nous affecte tous. Cela affecte la culture moyen-orientale. Cette nouvelle vague de propagande politique contre l'Iran venant de l'établissement islamique n'est pas aléatoire. Ils priaient clairement pour la mort des Iraniens. Et oui, ils ont brûlé vifs. Les filles de l'école primaire Mino, il reste très peu de leur corps. Elles ont été vaporisées pour l'essentiel. Le centre de recherche vaccinale a été complètement détruit, et cela entraînera la mort de nombreuses personnes. J'imagine que c'est quelque chose qui lui fait plaisir. Tout ce courant extrémiste wahhabite et salafiste dans la région et dans le monde a en réalité commencé peu après la révolution islamique. Après la révolution islamique, les États-Unis, ses dictatures arabes et les Israéliens étaient tous préoccupés par la propagation du mouvement révolutionnaire. Tout comme l'Iran avait un despote, une dictature familiale, la même chose existait dans toute la région.
Ils ont donc contré cela, d'abord les Saoudiens, en faisant la promotion du salafisme et du wahhabisme qu'ils ont diffusé dans toute la région et dans le monde entier. Dans une large mesure, cela visait à contrer la révolution en Iran. Cela a également été utilisé en Afghanistan contre l'Union soviétique. Les premiers manuels scolaires takfiristes ont en fait été publiés aux États-Unis, parce qu'à l'époque, les soviétiques n'avaient pas ces capacités. Ils ont été publiés à l'université du Nebraska à Omaha, par les presses de l'université du Nebraska à Omaha, des manuels scolaires destinés aux enfants vivant à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan, afin de les rendre en quelque sorte takfiristes et hostiles à l'Union soviétique et à l'armée soviétique, et de leur faire voir les soviétiques comme des gens qui devaient être tués. Plus tard, le Qatar et les autres se sont beaucoup plus impliqués, et malheureusement Erdogan a aussi commencé à utiliser cet outil, à la fois en Libye et pendant le printemps arabe. Ces régimes riches en pétrole et en gaz du Golfe Persique ont utilisé des forces takfiristes, et Al-Qaïda en particulier, pour renverser Kadhafi en Libye. Puis bien sûr, en Syrie, ils ont mené cette opération sous l'égide de l'opération Timber Sycamore lancée par Obama. Ces forces ont toujours été des outils de l'Empire américain. Il est très intéressant de constater qu'Al-Qaïda, une décennie après le 11 septembre, et si l'on accepte la version officielle du 11 septembre, que les gens comme Tucker Carlson ne croient pas, a été utilisé pour renverser le gouvernement libyen. Dans le documentaire de Tucker Carlson, il est clair qu'il croit que les services de renseignement israéliens, et peut être certains éléments des services de renseignement américains, ont été impliqués. Mais Al-Qaïda, dont on nous a dit qu'elle avait mené le 11 septembre, était littéralement utilisée une décennie plus tard pour renverser le gouvernement libyen. Ces groupes wahhabites sont utilisés comme outils de division et de domination. Ils n'ont jamais porté atteinte aux intérêts du régime israélien. On ne voit aucun élément de ces groupes attaquer Israël. En fait, pendant la sale guerre en Syrie, ils ciblaient les Syriens, recevaient du financement et du soutien d'Israël, et leurs soldats, leurs troupes ou les terroristes étaient soignés dans les hôpitaux du régime israélien. Maintenant, ils essaient d'utiliser ces gens contre l'Iran. Même si Mohammed Ben Salman a pris ses distances avec le wahhabisme, ils utilisent ces gens pour diaboliser l'Iran. Depuis que je suis jeune, lorsque j'allais en Arabie Saoudite, je rencontrais certains de ces étudiants wahhabites à l'université. Ils étudiaient l'islam, et ils me disaient que nous avions un Coran différent. Je les ai entendus dire cela. Ce ne sont pas des villageois. Ce sont des gens dont le travail est d'étudier l'islam et de devenir des religieux dans des mosquées partout dans le monde. Ils disent que nous avons un prophète différent, que notre Coran est différent, et toutes sortes de choses très étranges. Peu importe combien vous discutiez avec eux, c'était très difficile parce qu'ils se mettaient en colère très rapidement, devenaient très vite agités, et vous aviez souvent l'impression d'être au bord de la violence. Cela pouvait même arriver pendant le Hajj, assis près de la Kaaba, la sainte Kaaba, ou dans la mosquée du prophète. Ce sont des outils de l'Empire. Évidemment, ces gens dirigeront leur hostilité contre l'Iran. Ils n'ont jamais manifesté d'hostilité envers le régime israélien. Ils n'ont jamais soutenu le peuple palestinien. Il est très intéressant de constater que le seul pays qui a soutenu la cause palestinienne est l'Iran. Le Yémen, bien sûr, sous Ansarallah plus récemment, l'a aussi fait, mais personne d'autre ne fait quoi que ce soit pour eux. Construire un hôpital quelque part ou offrir des bourses à quelques étudiants relève surtout du pouvoir d'influence, ou sert à améliorer l'image d'un pays. Mais faire réellement quelque chose, pour les aider à se protéger, c'est ce qui vous vaut des sanctions. C'est ce qui vous vaut d'être diabolisé. Et il ne s'agit pas seulement de la Palestine. Il y a aussi la Bosnie. Quand la Bosnie était en train d'être anéantie, ce sont les Iraniens qui sont intervenus, qui les ont aidés et qui ont sauvé le pays. Sans les Iraniens, il n'y aurait pas de Bosnie. Ils ne sont pas chiites, ou quoi que ce soit de ce genre. Les amitiés de l'Iran reposent sur la question de savoir si une nation tient tête à l'Empire. Dans le cas de la Syrie, l'Iran ne s'est jamais soucié de savoir qui était le président syrien. Il aurait pu être chrétien, druze, sunnite, alawite ou chiite. Mais le fait que les Américains voulaient détruire le gouvernement syrien, et le fait que, bien avant 2011, le plan était de miner le gouvernement syrien parce que cela profiterait à Israël, c'est ce qui a poussé l'Iran à s'y opposer. Tout comme l'Iran n'a pas de bonnes relations avec la République d'Azerbaïdjan, qui est un pays chiite, parce qu'elle est alliée au régime israélien. Les amitiés de l'Iran reposent sur la position d'un pays face à l'Empire et face au sionisme. L'Iran est très proche de Cuba, qui est communiste. Il est très proche du Venezuela. Bon, ce pays a maintenant été pris en otage. Mais le point est clair. Ces gens n'ont aucun principe. Et ils sont essentiellement financés par ces régimes extrêmement riches qui sont des mandataires des États-Unis. Il est évident que le sectarisme a été imposé à la région et au monde musulman. Cette phrase qu'utilisent les Américains racistes, selon laquelle ils se battent depuis des milliers d'années, est tout simplement fausse. Ce sectarisme a vraiment explosé après la guerre d'Irak, après l'invasion américaine de l'Irak, et ils l'ont imposé à la région. Cela a toujours été une tactique américaine de division pour mieux régner, et une tactique israélienne de division pour mieux régner. Je me souviens avoir lu une étude, je pense que c'était juste après ou juste avant le 11 septembre, le 11 septembre 2001. La majorité du monde arabe et musulman soutenait l'Iran. Il s'agissait en fait d'une tactique visant à utiliser la guerre d'Irak et la guerre en Syrie pour retourner le soutien envers l'Iran et le Hezbollah contre eux, et pousser les gens du Moyen-Orient et du monde musulman à se retourner contre le Hezbollah et l'Iran. Cette étude de 2000 a montré que la plus grande menace pour la paix dans la région, si l'on interrogeait les gens au Moyen-Orient et dans le monde musulman, était toujours Israël. Mais après la guerre en Syrie, beaucoup de musulmans disaient que c'était en fait l'Iran. C'était à cause de la propagande. Aujourd'hui, le récit s'est de nouveau renversé, et les gens voient qu'ils ont été soumis à la propagande.
La guerre en Syrie portait vraiment sur les ressources, et le sectarisme nous a été imposé. Il n'était pas réel. Les peuples et les pays qui soutiennent réellement la libération dans la région ou la libération palestinienne sont l'Iran, le Liban et le Yémen. Toute cette propagande a été exposée parce qu'Israël s'est vraiment tiré dans le pied lorsqu'il a lancé ce génocide contre Gaza. Et maintenant, il commet un autre génocide au Liban. C'est la partie que le discours à la Trump ne gère jamais très bien, quand la réalité refuse de rentrer dans un slogan de campagne. Nous devons nous rappeler que ces États arabes du Golfe sont complices à 100% de chaque action que les États-Unis et Israël mènent dans la région pour nous coloniser. Ces pays reposent sur un sol extrêmement fragile. Les communautés qui y vivent, les populations qui y vivent, la majorité des gens qui y vivent ne soutiennent même pas leur gouvernement. Ils voient que les États-Unis, Israël et ses monarchies du Golfe sont la cause de ces guerres. Le rôle secret des Émirats arabes, unis dans la guerre américano-israélienne contre l'Iran, est clair. Malgré le fait que les Émirats arabes unis se présentent publiquement comme une victime neutre, nous savons maintenant, grâce à l'enquête que nous avons publiée à Minpress, que des avions de chasse émiratis ont bombardé la raffinerie de pétrole de Lavant, en Iran, après la déclaration du cessez-le-feu. C'est un point de l'enquête. Le deuxième point est que les Émirats arabes unis auraient permis que leurs bases aériennes soient utilisées pour des opérations contre l'Iran, y compris une attaque sous fausse bannière israélienne visant Oman. Nous savons aussi que 2 drones émiratis Wingloom 2 ont été abattus dans l'espace aérien iranien. Nous savons aussi que les Émirats arabes unis disposent d'un système intégré de défense aérienne avec Israël, qui leur fournit des données d'alerte avancées pour détecter les frappes iraniennes entrantes. Nous savons aussi que les Émirats arabes unis continuent de nier leur participation au génocide au Soudan. Mais à Main Press, nous avons aussi suivi tous les vols des Émirats arabes unis vers l'Éthiopie et le Soudan transportant des armes. Et il y en a des dizaines tous les 2 mois. Voilà ce que sont les Émirats arabes unis. C'est, je dirais, l'un des principaux États complices qui aident l'État d'Israël et les États-Unis à commettre des crimes de guerre au Moyen-Orient et contre les musulmans. Les Émirats arabes unis sont les plus ouverts à ce sujet. Les Émirats arabes unis ont été très grossiers dans leur soutien ouvert au régime israélien et ils ne sont même pas subtils à ce propos. Dans le cas du Qatar et des Saoudiens, eh bien, Bahreïn est beaucoup plus ouvert que les autres à ce sujet. Mais le Qatar, les Saoudiens et le Koweït sont plus discrets au sujet de leurs relations, même s'ils entretiennent de très bonnes relations avec les Israéliens. Le chef du renseignement militaire israélien a voyagé, et il y a eu de nombreuses communications au fil des ans. Je pense avoir été à Doha une fois. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais j'en suis presque certain. Je vieillis et j'oublie des choses, mais Al Jazeera m'a invité à plusieurs reprises par le passé à l'époque. À l'époque, Al Jazeera était réellement assez bon avant 2011, avant de devenir un instrument de propagande. Pendant ces 2, 3 ou 4 années où c'était assez bon, je pense que j'étais à Doha, invité par Al Jazeera, et en même temps Shimon Peres était là aussi, et il est allé au studio. Je me souviens avoir été là à ce moment-là, même s'il faudrait que je vérifie, mais voilà les relations que ces pays entretiennent. Kushner, qui est un sioniste enragé, reçoit de l'argent de tous ces régimes pour ses investissements. C'est la même chose pour Witkoff. Ces 5 régimes, avec toute la richesse qu'ils possèdent, ont causé tant de dommages à notre région. Ils ont tous été impliqués dans le bombardement du Yémen. Nous, les Iraniens, bien sûr, détestons Saddam Hussein. Dans les années 1980, ces régimes arabes ont financé Saddam Hussein et ont propagé le sectarisme et le racisme contre l'Iran. Mais lorsque Saddam a envahi le Koweït et qu'ils se sont retournés contre lui, après des années de sanctions, lorsque les États-Unis ont finalement voulu envahir l'Irak en 2003, ils ont soutenu cette invasion. Ils ont donné aux États-Unis l'accès à leur territoire et à leurs bases pour envahir le pays. L'Iran s'est opposé à l'invasion de l'Irak. Malgré son hostilité envers Saddam, l'Iran a affirmé que les États-Unis n'avaient pas le droit légitime d'envahir le pays. En fait, ils ont donné les armes chimiques à Saddam, l'Occident lui a donné des armes chimiques qui ont servi de prétexte en 2003 pour envahir le pays, même si ces armes n'existaient plus. C'était un mensonge. Mais à l'époque, quand Saddam possédait effectivement ces armes chimiques pour les utiliser contre les Iraniens et contre son propre peuple, elles lui avaient été fournies grâce à l'argent de ces régimes arabes et à la technologie de pays occidentaux, l'Allemagne en particulier. Ces pays ont été impliqués dans la guerre génocidaire contre le Yémen. Ils ont été impliqués dans l'invasion de l'Irak. Ils ont été impliqués dans la sale guerre en Syrie et dans l'aide à l'État islamique et à Al-Qaïda. Et bien sûr, ils n'ont pas participé au soutien du peuple de Gaza face au génocide israélien. Le Liban fait aussi partie des négociations pour l'Iran. L'Iran veut inclure l'arrêt des bombardements israéliens contre le Liban, la cessation du génocide et des crimes de guerre commis à l'intérieur du Liban. Mais évidemment, Israël ne le veut pas. Il a en fait rompu le cessez-le-feu en continuant d'attaquer le Liban. Il essaie d'entrer à Bin Jebel et d'occuper le sud. Les médias continuent de présenter cela comme une tentative d'Israël de construire une barrière de sécurité entre lui et le Hezbollah. Mais non, Israël procède au nettoyage ethnique du sud contre les chiites musulmans. Ils l'ont annoncé et ils veulent occuper et voler la terre. De grands groupes de colons expriment ouvertement leur enthousiasme à l'idée d'installer leur poste de colonisation, de s'étendre au Liban, de voler ses terres et ses maisons, afin d'étendre leur plan du Grand Israël. Ils le disent ouvertement, mais les médias nous manipulent en insistant sur le fait qu'Israël construit une barrière de sécurité. Israël commet au Liban un génocide semblable à celui qu'il a commis à Gaza. Il cible les hôpitaux, il cible les ambulanciers, il cible les ambulances. Ils ont déjà tué des centaines, sinon des dizaines, d'ambulanciers.
Les gouvernements européens les ont-ils condamnés? Un grand journal en Europe ou en Amérique du Nord a-t-il appelé à imposer des sanctions contre le régime israélien? Non. Ils peuvent agir en toute impunité, et ils auront un soutien total. Contrairement à Gaza, où les journalistes occidentaux